Lorsqu'on vous parle de l'histoire d'un homme qui a tenté un coup d'État, fini en prison, écrit un livre prophétisant son arrivée au pouvoir, et qui une fois sorti a réalisé exactement ce qu'il a annoncé, je peux être sûr que ce que vous aurez en tête c'est les péripéties d'un petit Autrichien moustachu qui a fait trembler l'Europe. À l'opposé, si je vous parle de l'histoire d'un aventurier français d'origine corse qui est parti faire la guerre en Italie et va user de sa popularité pour se hisser au pouvoir avant de s'y maintenir par un coup d'État pour finalement se faire nommer empereur, vous me direz que vous pensez à Napoléon Bonaparte et l'épopée du Premier Empire. Et vous auriez raison dans les deux cas. Mais pile au croisement de ces deux personnages, il y en a un autre qui rentre dans ces deux cases, et il s'appelle Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Notre histoire commence à Paris, le 24 mai 1806. L'air est encore froid pour cette période de l'année et une délégation hollandaise est refoulée à l'entrée du palais des Tuileries. C'est là que siège Napoléon Ier, à l'apogée de son pouvoir et de sa gloire. Il vient de refuser un entretien en néerlandais, et, par le biais de son majordome, les invite à se présenter auprès de son frère Louis, de 9 ans son cadet. Depuis mars de la même année, Napoléon Bonaparte souhaite en effet transformer la République batave en royaume de Hollande et placer un membre de sa famille à sa tête. Faisant la même avec toutes les républiques sœurs d'Europe, l'empereur envisage ainsi de consolider le pouvoir impérial et surtout le rayonnement de la France. Louis, quant à lui, n'est pas des plus enjoués, notamment à cause de sa santé. Il n'est pas enjoué à l'idée de se retrouver dans un pays froid, mais devant l'obstination de son frère, il finit par céder. Et lorsque la délégation néerlandaise se présente à lui pour demander au nom du peuple batave qu'il devienne leur souverain, le prince impérial accepte et signe le 24 mai 1806 un traité faisant officiellement de lui le roi de Hollande, transformant cette république fédérale en une monarchie héréditaire à la tête de laquelle se trouve un roi étranger. Une fois à la tête de ce pays, il fera un travail exemplaire, refusant parfois même de se plier aux exigences de l'empereur si cela ne va pas dans l'intérêt de son peuple de Hollande. Il travaille si ardemment qu'il en vient à délaisser son épouse, Hortense de Beauharnais, qui reste, elle, à Paris. Ainsi, lorsque le 20 avril 1808, à 1h du matin, naît un enfant, une rumeur court immédiatement sur la filiation du petit prince. En effet, Louis et Hortense ne se sont pas vus entre le 6 juillet et le 12 août 1807, ce qui laisse une très petite fenêtre pour que la naissance du petit prince soit assurément légitime. De plus, Hortense faisait sur cette période partie d'un voyage dans les Pyrénées avec un guide plutôt mystérieux, et certains disent qu'elle n'aurait pas fait que regarder les étoiles. En aparté, il se trouve qu'un test ADN de 2013 démontre qu'en effet, celui de la famille de Napoléon III n'est pas tout à fait similaire à celui de Napoléon Ier. Mais loin d'assurer du fait qu'Hortense aurait été infidèle, cela lève aussi la question sur la filiation de Louis Bonaparte, le père, dont une rumeur court également sur sa filiation, qui ne viendrait pas de Charles Bonaparte, le père de Napoléon, mais du gouverneur français de Corse à cette époque. En bref, la rumeur traînera longtemps. Mais Pierre Milza, l'historien spécialisé de Napoléon III, la suppose infondée, indiquant que si aucune de ces hypothèses n'est à rejeter, aucune n'emporte davantage la conviction que celle de la paternité du roi Louis. Comme son frère Napoléon Louis, et plus tard le fils de l'empereur lui-même, le nouveau-né reçoit les honneurs militaires à sa naissance, par des salves d'artillerie tirées dans tout l'Empire. Il faudra attendre le retour de son oncle l'empereur le 2 juin suivant pour qu'il soit nommé Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Très vite, l'enfant est très apprécié de l'empereur, qui passe du temps avec lui dès que ses obligations le lui permettent. Mais l'Empire ne tiendra pas. Louis, d'abord, rendra la couronne en 1809 et partira s'exiler en Autriche, puis en Suisse et finalement à Rome. Et, s'ajoutant à la tragique chute de l'Empire en 1815, la loi du 12 janvier 1816 bannit tous les Bonaparte du territoire français. Cela pousse l'ex-reine de Hollande Hortense à s'exiler en Suisse, où elle achète le château d'Arenenberg, au-dessus du lac de Constance. C'est là que va grandir Louis-Napoléon, élevé par sa mère et séparé de son père et de son frère, finalement réfugié en Toscane. Sans qu'il manque de rien, Hortense va toutefois négliger quelque peu son éducation, ce qui lui vaudra des menaces de la part de son époux. Elle fera alors appel à un certain Philippe le Bas et un ancien officier de l'Empire pour éduquer le jeune Louis-Napoléon, qui entamera par la suite une formation d'élève officier à l'école militaire de Thun, en Suisse.
Faisons un petit bond en avant et allons directement en 1830. La France est de nouveau secouée par une révolution, les Trois Glorieuses. Durant cette révolution, Charles X abdique et il est remplacé par Louis-Philippe d'Orléans. Louis-Napoléon et son frère aîné Napoléon-Louis se frottent les mains, estimant que s'offre à eux une occasion unique. Mais les deux jeunes Bonaparte déchantent bien vite, car le 11 septembre 1830, la nouvelle Assemblée impose une nouvelle interdiction de séjour des Bonaparte dans le royaume de France. Tant pis, il y avait suffisamment d'activités en Italie. L'unité italienne commençait à devenir une idée de plus en plus concrète, et les activistes locaux s'arment pour déposséder le pape de son pouvoir séculier. Mais il y a deux problèmes à cette mission. Le premier, et le plus important, c'est que les États pontificaux sont encore relativement influents à l'époque, et ont encore de nombreuses possessions en Italie. Et le deuxième, c'est qu'ils sont défendus par l'Autriche. Mais allons, qu'à cela ne tienne, les deux frères Bonaparte s'engagent pour la cause italienne. Et très vite, tout tourne mal. Ils se retrouvent encerclés à Bologne par les Autrichiens et les pontificaux, et tentent de se battre courageusement, de sortir de la ville, mais sont à nouveau rattrapés à Forlì. Là, leurs camarades de combat sont victimes d'une épidémie de rougeole. Tous les combattants sont terriblement affaiblis, et les Bonaparte ne tardent pas à subir les terribles effets de la maladie. Napoléon Louis, le frère aîné, y restera. Par chance, Hortense réussit à rejoindre son fils survivant et à le sortir du pétrin avant de partir en France. Elle y obtient exceptionnellement une audience avec Louis-Philippe qui leur accorde de rester à Paris le temps de soigner Louis-Napoléon. À la suite de quoi, Hortense repartira avec son fils pour la Suisse, où Louis-Napoléon y obtiendra la nationalité en 1832. La même année, une nouvelle tragédie frappe la famille Bonaparte. La mort du duc de Reichstadt, le fils légitime de Napoléon Ier à 21 ans. Ni Joseph, ni Louis, les frères de Napoléon, ne souhaitent se présenter comme héritiers de la couronne impériale. Et le jeune Louis-Napoléon devient rapidement tout désigné pour endosser ce rôle. C'est à partir de ce moment que notre protagoniste va commencer à s'imaginer un destin hors du commun et un retour en France. Pendant quelques années, Louis-Napoléon Bonaparte va œuvrer à rassembler des partisans via des informateurs dispersés en France. Et le 30 octobre 1836, il se sent prêt. Il choisit Strasbourg pour commencer l'insurrection. Sur place, il sait pouvoir compter sur plusieurs officiers et la population est déçue de la monarchie de Juillet. Il compte rééditer le retour de l'île d'Elbe de son oncle et marcher sur Paris à la tête d'une armée. Ainsi, le 30 octobre, Louis-Napoléon, muni de faux papiers, entre dans Strasbourg où ses complices l'attendent. Au petit matin, la bande d'une quinzaine d'hommes levant un drapeau surmonté de l'aigle impérial entre dans le quartier d'artillerie dont le commandant est du complot. Louis-Napoléon prend son rôle à cœur, distribue monnaie, décorations, galons à qui le veut. Puis il s'adresse à la troupe. « Soldats, marchons ensemble contre les traîtres et les oppresseurs de la patrie. » Le régiment quitte sa caserne et s'en va prestement mettre le préfet aux arrêts, de même que le commandant de la place forte de Strasbourg. Tout semble bien parti. Mais les fantassins du 46e de ligne refusent en bloc de se joindre aux mutins. En moins de 2 heures, ce qui commençait comme une épopée vire au fiasco. Les instigateurs du coup sont arrêtés, l'entièreté de la famille se désolidarise du mutin, qui se retrouve à la merci de la justice française. Et c'est Hortense, encore une fois, qui viendra plaider sa cause et implorer la clémence de Louis-Philippe. Cela tombe à point nommé pour le roi, qui ne voulait surtout pas offrir une tribune aux bonapartistes, et il envoie Louis-Napoléon en exil à New York. Mais, loin de se décourager, Louis-Napoléon n'y reste que quelques mois, et en août 1837, il est déjà de retour en Suisse, où il vient accompagner les derniers jours de sa mère, mourante. Il attendra son décès pour publier un pamphlet qui relate, à son avantage, les événements de Strasbourg. Il le fera publier en France à une dizaine de milliers d'exemplaires sous le nom de « Relations historiques des événements du 30 octobre 1836 ». Louis-Philippe est furieux. Tellement furieux qu'il fera masser les troupes françaises à la frontière suisse et menacera la Confédération d'invasion si elle n'expulse pas Louis-Napoléon. La tension retombe aussi vite qu'elle est montée, lorsque Louis-Napoléon décide de lui-même de prendre la route et de se rendre en Angleterre. Tout au long de son voyage au travers de l'Allemagne, il est acclamé.
Et une fois arrivé de l'autre côté de la Manche, il devient l'attraction de Londres, invité de marque des grands rendez-vous mondains. Il profite de cette période et d'être à l'abri, en la perfide Albion, pour réitérer la publication d'un nouveau texte qui détaille son programme politique, nommé « Les idées napoléoniennes ». Dans ce texte, il fait de Napoléon Ier un précurseur de la liberté, depuis injustement enlevé au peuple français. Mais bien vite, Louis-Napoléon tourne en rond. La vie dans les salons mondains, d'invitation en invitation, lui pèse. Et c'est la France qu'il veut retrouver, pour accomplir le destin qu'il considère tout tracé. Et les événements vont encore une fois lui donner une occasion de s'y essayer. Car en 1840, Adolphe Thiers, le président du conseil de Louis-Philippe, fait rapatrier les cendres de Napoléon Ier à Paris, ce qui déclenche une immense ferveur impériale dans la capitale, liée au souvenir du Premier Empire, déjà glorifié à peine 30 ans plus tard. Louis-Napoléon s'embarque donc avec quelques comparses pour débarquer à Boulogne-sur-Mer dans la nuit du 5 au 6 août 1840, et il tente de rééditer le plan de Strasbourg avec cette fois-ci la garnison locale. Encore une fois, c'est un échec total. Les conjurés sont encerclés, la plupart sont tués ou blessés, le prince lui-même reçoit une balle. Arrêté, il sera jugé dans l'indifférence générale et condamné à la perpétuité. La plupart se seraient arrêtés là. Après tant de péripéties, renié par sa propre famille et ses quelques soutiens morts ou en fuite, c'en serait trop pour le Pékin moyen. Mais pas pour Louis-Napoléon. Il va passer 6 ans en prison au fort de Ham. Ses conditions sont tout à fait confortables, et il profite même de la période pour écrire un livre, Extinction du paupérisme, qui expose ses réflexions sociales dans le cadre de la révolution industrielle. Il y expose son empathie pour la nouvelle classe ouvrière et entend œuvrer pour redonner au peuple sa liberté. Il envisage aussi très sérieusement sa sortie, alors même qu'il est condamné à perpétuité. Il va se prendre de passion pour un projet de canal au Nicaragua qui permettait de franchir le continent américain en son centre pour aller dans l'océan Pacifique. Et au bout de 6 ans, avec la complicité de quelques fidèles, il s'évade en échangeant son identité avec un visiteur de la prison. Avant même que son évasion soit découverte, il atteint la Belgique et ensuite l'Angleterre, où il reprend son train de vie passé. Les événements, une nouvelle fois, vont lui permettre de revenir et cette fois-ci pour de bon. Il est temps de parler de la troisième révolution française, celle de 1848. 18 ans plus tôt, la révolution des Trois Glorieuses avait permis l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, avec le roi Louis-Philippe d'Orléans à sa tête. Si cela permet de contenter l'opinion pendant un temps, la bête gronde, et cette bête, c'est Paris. À cette époque, Paris est encore tout à fait similaire à la Paris de 1789 qui a vu fleurir les barricades et la révolte populaire qui a enlevé les Tuileries au roi. Avec plus d'1 million d'habitants, une sorte de frontière s'est tracée en son sein entre l'Est populaire et l'Ouest privilégié. En 1848, tout est réuni pour que la colère éclate. Une crise financière, une disette, une crise morale et des scandales, des querelles religieuses et par-dessus tout, une épidémie latente de choléra. À tout moment, des barricades peuvent apparaître et les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Dès janvier, la plupart des députés sentent parfaitement le vent tourner, mais Louis-Philippe, persuadé de son intellect supérieur et de la légitimité de sa cause, va les ignorer. Tout s'emballe le 14 février 1848, lorsque le gouvernement décide d'interdire les banquets, qui sont en réalité des rassemblements politiques dissimulés. C'en est trop pour Armand de Marat, député libéral qui appelle le peuple de Paris à manifester le 22 février. Certains de ses soutiens, même la plupart, finissent par se dégonfler, et le gouvernement, sûr de n'avoir rien de dangereux sur les bras, diminue la force policière allouée à l'événement. Ce fut leur pire erreur. Au matin du 22 février, les étudiants se rassemblent place du Panthéon, puis marchent vers la Madeleine. Sur le chemin, ils sont rejoints par d'autres manifestants, ce qui monte leur nombre à plus de 3000 lorsqu'ils arrivent devant la Chambre des députés. Le roi réagit vite et ordonne l'occupation militaire de Paris dans l'après-midi. C'est 30 000 soldats, appuyés par 40 000 gardes nationaux, qui sont déployés dans Paris. Le gouvernement refuse de céder, et le lendemain matin, tout bascule. La 2e légion de la garde nationale, stationnée boulevard Montmartre, se décide en faveur des révoltés,
Très vite, cela se répand, et à certains endroits, les militaires font face à la garde nationale, et avant que tout ne s'embrasse trop, Louis-Philippe cède et limoge son premier ministre. À la suite de quoi, le calme revient. Pour 12 heures. Vers minuit, une malheureuse rencontre entre le 14e de ligne et des manifestants se solde par 50 tués. Puisqu'il y a 50 morts, on dévalise les armureries et on édifie plus de 1500 barricades dans toute la ville. Le 24 février, Louis-Philippe se résigne et se décide à abdiquer en faveur de son fils, mais les républicains ont appris de leurs erreurs de la dernière fois. Il force la main de la Chambre et proclame un gouvernement provisoire républicain qui amène à la proclamation de la Deuxième République le 25 février 1848. La Nouvelle République va se mettre en place avec un gouvernement provisoire qui va établir plusieurs avancées, comme par exemple des moyens de lutte contre le chômage, ou encore le suffrage universel, uniquement masculin, il faudrait pas pousser non plus. Mais dans toute cette émulsion, le régime à venir reste flou, et on ne se précipite pas pour élire un président. Après tout, la politique c'est surtout parisien, et la majorité de la population française de l'époque est encore très rurale. Mais cette population rurale, justement, va avoir pour la première fois la possibilité de s'exprimer, avec les élections des députés d'avril 1848. Et elle va le faire. Encore peu informée des nouveaux enjeux socialistes, le vote de ce nouveau suffrage va se porter sur des députés à majorité conservateurs. Mais ils n'ont pas réussi à gagner les campagnes, les socialistes vont se porter sur les ouvriers, cette nouvelle classe qui a explosé avec la révolution industrielle. Cela va leur permettre de faire élire plusieurs grands noms, comme Pierre-Joseph Proudhon, qui deviendra le père de l'anarchisme, mais aussi un certain Louis-Napoléon Bonaparte, dont le livre écrit pendant des années de prison offre un programme tout à fait compatible avec les idéaux socialistes. Très vite, les conservateurs du gouvernement et quelques généraux vont serrer la vis. Et toutes les avancées en faveur des travailleurs, par peur des influences socialistes et du rouge, sont abrogées. La plupart des députés socialistes, dont Louis-Napoléon, démissionnent ou sont arrêtés. Et une nouvelle constitution voit rapidement le jour avec une république présidentielle dont l'exécutif sera dirigé par un président, élu pour 4 ans, et surtout non rééligible. Gardez bien ce point en tête, cela va être très important. L'élection pour le nouveau président de la République française, le premier, arrive le 4 novembre 1848. Ils sont candidats Louis Cavaignac, général de l'armée et républicain modéré, défenseur autoproclamé de l'ordre, faisant partie du Parti de l'Ordre, un conservateur donc. Mais on peut également y trouver Alphonse de Lamartine et Alexandre Ledru-Rollin, tous deux républicains convaincus. Il y a aussi François-Vincent Raspail chez les socialistes ou encore Nicolas Changarnier chez les royalistes. Et finalement, petit candidat inattendu, réapparaît Louis-Napoléon Bonaparte, tirant parti du prestige de son oncle, mais également du succès de ses campagnes socialistes précédentes. Par un coup de chance, il obtient également le soutien de certains royalistes et conservateurs, qui ne peuvent faire campagne sans rappeler la monarchie qui vient de s'effondrer. Un certain Adolphe Thiers, ministre sous le roi, réapparaît d'ailleurs à cette occasion pour soutenir le Bonaparte. Et ces nouveaux soutiens sont persuadés d'une chose, Louis-Napoléon Bonaparte est un crétin qu'on mènera. Ils entendent miser sur cet aventurier un peu excentrique pour faire gagner les conservateurs en manipulant le candidat une fois l'élection faite. La chance leur sourit, et pas qu'un peu. Louis-Napoléon l'emporte haut la main avec près de 75% des voix. Les conservateurs qui l'ont soutenu se réjouissent, leur pantin est aux manettes. Louis-Napoléon prête serment le 20 décembre 1848 et jure fidélité à une constitution formellement contraire à son destin. C'est lui qui le dit. Il devient donc le premier président de la République française et surtout le premier élu au suffrage universel, ainsi que le premier à s'installer au palais de l'Élysée. Il en est convaincu, il est doublement légitime par sa filiation à l'empereur et par son élection de la part du peuple tout entier. Quelques mois plus tard, le 13 mai 1849, les premières élections législatives de la Seconde République se tiennent, et les conservateurs l'emportent avec plus de la moitié des voix. Alphonse Thiers, qui se frottait les mains à l'idée de remplacer Louis-Napoléon Bonaparte, commence déjà à déchanter. L'héritier impérial est plus malin qu'on ne le pensait. Après avoir déclenché une expédition en Italie afin de défendre les États pontificaux dans l'objectif de se rallier les catholiques français,
Louis-Napoléon et son gouvernement vont petit à petit éliminer leur opposition. Mais surtout, Bonaparte va inaugurer une nouveauté, les voyages présidentiels en province. Trop longtemps, le petit peuple en dehors de Paris avait été tenu à l'écart de la politique française. Il parcourt l'Hexagone et se fait acclamer partout où il se rend. Prononce des discours simples, à l'opposé des rhétoriques complexes en usage à l'époque. Sa popularité est telle qu'il se permet de refuser une proposition de ses fidèles d'organiser un coup de force contre l'Assemblée. Et ceux qui l'ont mis au pouvoir déchantent de jour en jour. Loin d'être le bouffon manipulable qu'il pensait soudoyer avec des femmes et de l'argent, il se révèle fin politicien et arrive même à s'octroyer le soutien des derniers socialistes de l'Assemblée, tout en forçant la démission d'Odilon Barrot, chef de file royaliste au gouvernement, pour le faire remplacer par Alphonse-Henri d'Hautpoul, un vétéran des guerres napoléoniennes, soutien bonapartiste de la première heure. Qu'à cela ne tienne, les conservateurs n'auront à subir ce président que pour un seul mandat. Ils commencent à travailler sur les réformes des lois électorales avec pour objectif faire disparaître le suffrage universel. Pour ce faire, ils manœuvrent habilement et font disparaître pour des raisons aussi diverses que la durée d'habitation, l'atteinte à l'ordre public ou le vagabondage, près de 3 millions d'électeurs potentiels. Et surtout, les électeurs potentiellement portés chez les socialistes et les bonapartistes. Et Louis-Napoléon va entamer l'attaque à ses anciens soutiens. Lors de ses déplacements, il déclare dans les villes qu'il visite « Mes amis les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume. Ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes. Et l'élu de 6 millions de suffrages exécute les volontés du peuple et ne les trahit pas. » Dès 1850, le conflit entre le président et l'Assemblée éclate, et Louis-Napoléon va s'atteler à la tâche, rassembler ses soutiens et partisans, et surtout, se mettre l'armée dans la poche. Il vise à rattacher tous les modérés qui ne sont pas ni rouges, ni royalistes. Encore une fois, l'Assemblée avec Adolphe Thiers à sa tête se rassure en se disant que Bonaparte partira à la fin de son mandat en 1852. Et Louis-Napoléon, avec son culot habituel, entame donc une réforme de la Constitution pour faire modifier cette loi et supprimer la clause de non-rééligibilité. Il va passer toute la fin de 1850 et la moitié de 1851 à œuvrer pour faire passer ce changement. Mais malgré tous ces efforts, la proposition ne passera pas, à cause notamment, je vous le donne en mille, d'Adolphe Thiers et de ses orléanistes. Qu'à cela ne tienne, s'il ne peut pas avoir le pouvoir par l'Assemblée, il l'aura par la force. Il place habilement ses soutiens au ministère de la Guerre et à tous les postes de généraux autour de Paris. L'Assemblée va jouer son va-tout pour l'empêcher de rassembler un pouvoir suffisant, mais rien n'y fait. Le 2 décembre 1851, les troupes du général Saint-Arnaud prennent possession de la capitale et occupent les imprimeries. Puis, dans la foulée, font arrêter 78 personnes, dont 16 députés, y compris Adolphe Thiers. Louis-Napoléon fait placarder des affiches dans tout Paris, dénonçant l'Assemblée, lui opposant la légitimité qui lui a été accordée par le peuple par son vote, et il annonce réformer la Constitution sur le modèle du consulat de son oncle, tout en rassurant la population sur ses intentions quant au fait de conserver ses libertés. Le suffrage universel, toujours masculin, est rétabli, et le mandat présidentiel est porté à 10 ans. Le reste de l'Assemblée ne reste pas les bras croisés, et tente bien de se réfugier dans la mairie du 10e arrondissement pour voter la destitution du président. Mais ils sont aussitôt arrêtés sans avoir pu appeler à la révolte populaire. Le lendemain, quelques députés qui ont échappé aux arrestations tentent de soulever Paris, mais sans grand succès. Ils réunissent au mieux 1 millier d'hommes rapidement dispersés par les forces fidèles à Louis-Napoléon. Et au soir du 4 décembre, les quelques insurgés sont écrasés. On compte 300 à 400 morts, un bilan faible par rapport aux précédentes révoltes de la capitale. Mais la majorité de la population, que ce soit à la capitale, mais aussi dans les grandes villes ou les campagnes, est au final plutôt indifférente à ce qu'elle considère comme un règlement de compte entre le président et l'Assemblée. Après que le calme soit revenu et que les premières révoltes soient matées, les bonapartistes vont avancer après son rétablissement que le plébiscite et le suffrage universel sont placés au-dessus de la Constitution car exprimant directement la volonté du peuple. C'est sur ce point que Louis-Napoléon va insister fortement. Et les résultats vont se faire sentir, avec plus de 87% de votes en sa faveur lors de son premier plébiscite, visant à réformer la Constitution et valider son coup de force.
À la suite de cela, il devient le prince-président de la France. Il va progressivement mettre en application tout ce qu'il avait annoncé dans ses ouvrages, écrits à l'étranger et pendant sa peine de prison. L'objectif de ce nouveau gouvernement est de centrer le pouvoir en un seul homme, qui ferait appel aux Français via le plébiscite quand ils le souhaitent, et dont ce vote serait suivi à la lettre quel qu'en soit le résultat. L'une de ses premières mesures est de se venger des royalistes. Il saisit toutes leurs possessions et les cède à l'État. Il bannit la famille d'Orléans de France. Je suis sorti de la légalité pour entrer dans le droit. C'est la phrase qui guidera la suite de l'action de Napoléon III. L'évolution progressive de la centralisation des lois va concentrer de plus en plus de pouvoir dans les mains de Louis-Napoléon. Il va progressivement délaisser son statut de président au profit de celui d'un monarque, et se laisse même appeler son Altesse impériale par ses soutiens les plus fervents. Sa symbolique impériale napoléonienne est progressivement rétablie avec le retour de l'aigle, le code civil qui est rebaptisé Code Napoléon, et l'apparition du visage du nouveau dirigeant sur les pièces de monnaie et les timbres-poste. Il va hésiter un moment, mais lors de ses nombreux voyages, il sera témoin du petit peuple qui réclame le retour de l'Empire, au nom, sans doute, du souvenir d'une époque fantasmée où tout semblait aller pour le mieux lorsque la France dominait l'Europe et que les richesses affluaient. Louis-Napoléon reviendra à Paris convaincu et par un plébiscite, le 21 novembre 1852, fait rétablir la dignité impériale. C'est là qu'il deviendra officiellement Napoléon III, empereur des Français, à dater du 2 décembre 1852. Quant à la suite, le Second Empire, ses avancées, la France sous son règne, c'est une histoire que je vous réserve pour une prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère qu'elle vous a plu, que ce nouveau format est à votre goût. J'espérais initialement sortir la vidéo le 2 décembre, date anniversaire de la prise de pouvoir de Napoléon III, mais comme vous pouvez sans doute le voir, ça a pris un petit peu de retard. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, et surtout à la partager, c'est ce qui permet à mon travail d'être vu et c'est l'objectif principal. Bien évidemment, ce nouveau format ne signifie pas la mort du précédent, et on continuera tous les jours à traiter via une petite pastille un sujet différent corrélé à la date du jour. Toutefois, je vais m'accorder un petit repos avec cette fin d'année. Je vous souhaite par ailleurs de bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier pour la reprise des vidéos sur cette chaîne. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à très bientôt pour un nouvel événement historique.